Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de l'Entrepreneur du droit by Fed Legal. Dans ce podcast, nous recevons des acteurs du monde du droit. Nos invités ont tous un point commun, ce sont des entrepreneurs. Nous sommes Audrey Deliris et Yasmine Apchi, chasseuse de tête chez Fed Legal, et nous sommes ravis de partager avec vous ces parcours inspirants. Bonne écoute. Bonjour à tous, je suis heureuse de vous retrouver dans ce nouvel épisode de l'Entrepreneur du droit. Le DD by Fed Legal, je suis Audrey Deliris et aujourd'hui je reçois Laurent Novak, associé du cabinet de conseil en propriété intellectuelle Blassereau. Bonjour Audrey. Bonjour Laurent, comment ça va aujourd'hui ? Moi très bien, je suis ravi d'être là. Merci à toi d'avoir accepté l'invitation. Est-ce que pour commencer tu pourrais te présenter à ceux qui vont nous écouter ? Bien sûr, j'ai 40 ans, je suis papa de 2 petites filles. Et je suis donc associé, comme tu l'as dit, du cabinet Blassereau IP, qui est un cabinet de conseil en propriété industrielle. J'ai grandi en région parisienne. J'ai fait mes études de droit de façon très classique à Paris. Donc je me destinais absolument pas du tout à une carrière juridique initialement. Je voulais être journaliste. Donc, apparemment un projet que nous avons en commun. Oui. Et c'est vrai que sorti du lycée, je m'intéressais beaucoup à la politique et donc je cherchais une voie qui me permette de rentrer en école de journalisme ou à Sciences Po. Et donc après avoir obtenu mon bac, je suis rentré en fac de droit pour cette raison. Je n'imaginais absolument pas finir associé d'un cabinet juridique, voilà. Et puis finalement, ça m'a plu. À l'époque, pour rentrer en école de journalisme, il fallait avoir une licence, un bac plus 3. Un bac plus 3, exactement. Donc je me suis lancé dans ces études. Et puis à l'issue de ma licence, justement, j'ai fait un stage à l'Assemblée nationale auprès d'une députée des Yvelines. Et au cours de ce stage, j'ai rencontré plusieurs journalistes politiques, donc qui étaient la voie vers laquelle je voulais me diriger, et ils ont un peu douché mes espoirs, je sais pas. En tout cas, ils m'ont fait réaliser que c'était une voie qui était particulièrement encombrée, et ils m'ont recommandé, je les en remercie d'ailleurs, de continuer, de poursuivre mes études de droit, et donc d'aller jusqu'au master 1, la maîtrise à l'époque. Et puis c'est en maîtrise que j'ai découvert 2 matières qui m'ont passionné. D'une part le droit de la concurrence et d'autre part la propriété intellectuelle. Alors comment ça se fait que c'est l'IP qui l'a emporté sur les 2 ? Alors c'est pas fait tout de suite. J'ai eu la chance en fait donc du coup après mon master 1, ma maîtrise, de partir à Londres faire un LLM, ce qui à l'époque n'était pas très courant, en propriété intellectuelle de la Queen Mary. Donc je suis parti étudier, faire ce LLM spécialisé en propriété intellectuelle. Donc ça m'a permis d'approfondir mes connaissances dans ce domaine. Et à l'issue de ce LLM, je suis rentré en France pour faire un master 2 à Rennes en droit de la concurrence, de la consommation, de la distribution et de la propriété industrielle, donc qui permettait d'allier les deux. C'est vrai que le droit de la concurrence, qui est une matière connexe, on va dire, à la propriété intellectuelle, m'intéressait, mais j'avais une préférence, une attirance pour l'API, et donc j'ai fait mon stage de fin d'études dans un cabinet de conseil en propriété industrielle. Où donc j'ai fait d'abord un stage, puis un CDD de presque 2 ans. À l'époque, il y avait un projet de fusion entre la profession des avocats et la profession des conseils en propriété industrielle. Et donc mon patron de l'époque m'a incité à passer le barreau. C'était pas du tout un choix que j'avais fait, ne serait-ce que parce que je commençais à être pas âgé, mais j'avais déjà 25 ou 26 ans et je voulais rentrer dans la vie active. Et c'est vrai que l'idée de passer le CRFPA, 6 mois à l'EFB, Donc c'était pas forcément le projet que je souhaitais, mais j'ai quand même passé le barreau, j'ai échoué. Et puis donc j'ai décidé de partir à l'étranger pour travailler. En fait, j'avais un petit regret à l'issue de mon LLM, c'est de pas être resté à Londres pour travailler en cabinet. Et donc j'ai décidé de profiter de cette opportunité. J'avais plus de boulot, et donc j'ai envoyé mes CV en Australie, en Nouvelle-Zélande. Et j'ai été pris dans un grand cabinet australien à Sydney, le cabinet Freehills, qui depuis a fusionné avec Herbert Smith. Et donc j'ai débarqué en 2009, en janvier 2009 à Sydney pour travailler dans ce cabinet c'était une expérience absolument incroyable. J'arrivais d'un petit cabinet où on était une vingtaine, je passais dans un cabinet international avec plus de 1000 avocats, ce qu'on voit dans les séries, dans les films, la grande tour en plein centre du CBD de Sydney. C'était une expérience incroyable.
Je suis resté quasiment 1 an en Australie, et puis c'était la crise des subprimes, donc rester en Australie n'était pas forcément une option. Et donc je suis rentré en France, où j'ai trouvé un job dans un grand cabinet de conseil en propriété industrielle, qui est le cabinet de Baudelomini, où je suis resté 2 ans. J'ai appris énormément, en fait, c'est vraiment là que je me suis formé. À l'issue de cette expérience, je suis passé quelques mois dans un petit cabinet de CPI également, qui s'appelle Égypte. Et puis en 2012, j'ai intégré le cabinet Placereau, et j'y suis toujours. Et donc j'ai la chance d'en être associé depuis près de 3 ans maintenant. Bon, et félicitations pour cette belle carrière du coup. Merci. Et maintenant on sait pourquoi tu as choisi l'IP, en tout cas un petit peu par hasard et maintenant par amour pour cette matière, si j'ai bien compris. Tout à fait. C'est vrai que c'est une matière que je trouve passionnante, qui évolue en permanence, qui est vivante, qui est très liée à l'innovation, qui est concrète en fait, c'est-à-dire qu'on voit les effets de notre travail au quotidien quand on fait ses courses, quand on va dans les magasins, et c'est assez plaisant. C'est une matière où il faut être curieux, s'intéresser à l'actualité, à l'économie, et je trouve que c'est passionnant en fait. Et justement pour ceux qui nous écoutent et qui ne connaissent pas cette matière, est-ce que tu peux décrire ce que c'est la propriété intellectuelle? Bien sûr. Alors je trouve une matière assez noble, puisque c'est une matière qui vise à protéger les créations de l'esprit. Alors il y a plusieurs types de droits de propriété intellectuelle. Le premier auquel on peut penser, bien sûr, c'est la protection du droit d'auteur. Voilà. Puis il y a ce qui concerne la propriété industrielle, donc tout ce qui est appliqué à l'industrie. Et donc on a 3 types de droits en particulier. On a les brevets, donc qui protègent les inventions. On a les modèles qui protègent les créations esthétiques. Et on a les marques qui sont des signes distinctifs qui permettent d'identifier une origine commerciale à des produits ou des services. Ok, merci. Et toi, ton rôle au quotidien, que tu es associé d'un cabinet en pays, c'est Oui. quoi du coup concrètement? Alors mon rôle au quotidien, c'est une bonne question. C'est d'encadrer des hommes, ça c'est sûr, des hommes et des femmes au sein de mon équipe. Donc Placereau IP, c'est un cabinet aujourd'hui qui compte quasiment 400 personnes, donc 300 personnes qui font des brevets et donc 100 personnes qui font des marques, des modèles, des noms de domaine et des contrats, on va dire, voilà, et qui sont les personnes qui font des brevets sont pour les conseils des ingénieurs de formation, et donc pour l'autre partie des juristes. Donc je fais partie du département juridique, donc qui regroupe une centaine de personnes. C'est à peu près une 50aine de CPI et une 50aine de supports de paralégal. D'accord. Et donc mon rôle, c'est d'encadrer certains de ses collaborateurs. Alors je suis responsable du pôle sport and entertainment au sein du cabinet, parce que j'ai développé une clientèle dans ce domaine-là, et donc une expertise. Et puis je chapeaute également. On a plusieurs pôles transverses de compétences. On a un pôle contrat et valorisation. On a un pôle internet et data, que je chapeaute, donc qui s'occupe de tout ce qui a trait à l'internet, au métaverse, au NFT, comme on a pu en discuter récemment dans le Lega Club Sandwich. Dans le Lega Club Sandwich, Laurent, merci beaucoup. Tu acceptes mes invitations, différents podcasts et émissions, donc merci beaucoup. Et c'est toujours avec plaisir. Ça me permet de dire que j'ai pas forcément trouvé grand chose sur Internet pour le coup. Alors j'ai fouillé. Alors quand je dis grand chose, du coup il y a pas non plus une recherche de ma part. On n'est pas dans un magazine où je dois faire des recherches approfondies, mais j'aime bien savoir ce que je trouve sur Internet en publication des personnes que j'invite. Et c'est vrai que j'ai trouvé quelques interviews, notamment sur BFM, que je vous encourage à aller voir, une interview sur le métavers, et justement j'ai pas trouvé quelques publications, mais pas énormément de choses, donc tu es assez discret malgré tout. Est-ce que c'est un choix? Comment ça se fait? Je suis très secret. Non, très discret, oui. No. Alors c'est vrai que c'est souvent une question d'opportunité. J'écris quelques articles pour la newsletter de mon cabinet. Je participe à des conférences régulièrement, notamment à l'ECTA, donc qui est une organisation européenne des conseils en marque, où d'ailleurs je suis intervenu en octobre dernier, également sur le thème des NFT et des métaverses. Mais c'est vrai que non, tu me donnes l'opportunité de participer à des podcasts, donc je saisis cette opportunité volontiers. C'est aussi, quand on est dans un cabinet comme Placereau, il y a énormément d'experts, chacun a sa propre expertise, et on se répartit les rôles, donc certains participent à des conférences, sont plus visibles que d'autres, mais voilà. Et justement, il y a beaucoup d'enjeux aujourd'hui
aujourd'hui dans ta matière. Et comme tu sais, il y a beaucoup de conférences aussi auxquelles tu participes, pas que des podcasts où je t'invite du coup, parce que il y a beaucoup de choses là, ou BFM. Est-ce que tu peux nous parler un peu des enjeux actuels de ta matière, justement, aujourd'hui? Il y a pas mal de choses, je crois. Alors, il y en a quelques-uns, hein. Des enjeux. D'un point de vue strictement juridique, c'est vrai que l'émergence des métavers, des NFT, de la blockchain crée de nouveaux défis pour nous juristes. Donc savoir comment est-ce que les marques pourront se développer dans les métavers en sécurité, lutter activement contre la contrefaçon. On a évidemment un rôle à jouer en tant que conseil externe. Il y a également l'arrivée de la JUB, donc la juridiction du brevet unifié, qui était prévue pour le mois de janvier, qui a été reportée au mois de juin, je crois, 2023. Ça consiste en quoi précisément? Alors, je vais pas te cacher, moi je suis un expert en marque, modèle, nom de domaine. C'est pas un domaine. Mais c'est plus la partie brevet du coup. C'est la partie brevet exactement. Okay. Mais c'est une juridiction qui sera répartie vraisemblablement entre Munich et Paris. Donc on espère évidemment attirer une partie du contentieux en France, et donc ça sera générateur de contentieux pour nous. Okay. Ça c'est le deuxième enjeu. Il y a également dans le pipe 2 réformes en cours qui me semblent assez importantes. Il y a une réforme de la réglementation douanière au niveau communautaire qui devrait apparaître dans les mois qui viennent. Et puis plus récemment, il y a la réforme du paquet modèle qui va modifier le droit des modèles dans quelques mois également. On espère courant 2023-2024. Ça c'est d'un point de vue juridique et c'est vrai que je pense également qu'on assiste actuellement à une transformation du paysage, en tout cas parmi les cabinets de conseil en propriété industrielle, où je pense que on le voit d'ailleurs dans les chiffres, il y a au niveau de la taille des cabinets, on avait beaucoup de cabinets de taille moyenne, intermédiaire il y a encore 10 ans, et je pense qu'on se dirige vers un clivage. Je pense que ces cabinets de taille intermédiaire ne résisteront pas forcément à ce qui se profile, l'arrivée de nouveaux acteurs dans le monde de l'API, que ce soit les legal tech qui vont évidemment j'ose le dire, nous faire mal, en tout cas nous prendre une partie de notre activité. Tu vois déjà que c'est le cas aujourd'hui? Ah oui, c'est déjà le cas, bien sûr. Sur les parties on va dire qu'ils sont à faible valeur ajoutée, tout ce qui concerne la gestion de portefeuille à proprement parler. On a déjà des legal tech qui sont très actives et qui sont des concurrents sérieux, alors qu'ils font le travail différemment d'une autre. Ils font du volume. Il y a peut-être moins une recherche de qualité que pour les cabinets directement, mais bien sûr que, ce sont déjà des acteurs qui sont présents. Il y a notamment une legal tech qui a racheté récemment un gros cabinet de conseil en pays. Ça pose forcément des questions. Il y a l'émergence aussi d'outils prédictifs qui vont forcément modifier notre façon de travailler. Et puis il y a une ère de concentration, on va dire, donc l'émergence de mastodontes, on va dire, de cabinets de taille vraiment importante. Il y a eu plusieurs rapprochements ces derniers mois, et je pense que c'est que le début. Et comment les petits cabinets, est-ce que tu parles des tailles intermédiaires, des mastodontes pour le coup, les petits cabinets, comment ils peuvent résister eux, et est-ce qu'ils le peuvent? On assiste à cette croissance de petits cabinets, cette augmentation du nombre de petits cabinets, je pense, parce que ce sont des collaborateurs qui quittent des cabinets et qui montent leur propre structure, certainement parce que 1 ou 2 clients les suivent, ce qui, à mon avis, les met dans une position un peu fragile, puisqu'ils sont en situation probablement de dépendance économique vis-à-vis de ces gros clients. Et on sait bien que on a beau chouchouter, être aux petits oignons avec un client, il suffit qu'il y ait un appel d'offres, un changement au sein de la direction juridique pour que ce client s'en aille. Donc voilà, je pense que c'est une situation fragile, mais force est de constater qu'il y en a de plus en plus. Et voilà, il répond certainement à besoin dans des niches en particulier, j'imagine, qui répondent à un besoin de certains clients. Et toi, ta relation client, comment elle s'opère, notamment au regard de ces legal tech qui sont quand même des concurrents assez importants, si je comprends bien? Nous, notre choix, en tout cas chez Placero, c'est la valeur ajoutée, c'est l'expertise. C'est-à-dire que on pense que nos clients viennent nous voir parce qu'ils savent
qu'on est les meilleurs. L'excellence est vraiment au cœur de notre quotidien, et c'est pour ça que les clients viennent nous voir. Je pense encore une fois que les legal tech, qui sont donc des entreprises qui n'ont pas l'historique dans le domaine juridique de celle de nos cabinets, ne proposent pas forcément la même chose. Et donc j'imagine que certains clients se tournent vers ces legal tech parce que d'un point de vue budgétaire ça peut être intéressant, mais si vraiment on cherche la qualité, je pense que ces clients devraient s'adresser à des cabinets. Et il y a l'aspect conseil qui est très fort, que tu donnes à tes clients en fait. Bien sûr, tout à fait. Ouais. Ok. Et tes clients, alors pour comprendre aussi, et ceux qui découvrent la matière, parce qu'il y a peut-être des gens qui vont découvrir la matière aujourd'hui grâce à ce podcast, qui sont-ils en entreprise? Que ça va plutôt être des directeurs juridiques IP, peut-être pour les grosses structures, des directeurs juridiques de plus petites structures, ou voire pas du tout? Alors, de façon générale, c'est quand même assez varié. C'est ce que je trouve extrêmement intéressant dans mon quotidien, c'est qu'on accompagne à la fois des entreprises du CAC 40, des multinationales, que des startups, des entrepreneurs individuels, et donc on a une variété de dossiers très importante, et je trouve ça passionnant. Pour ma part, ce que fait un conseil en propriété industrielle, c'est, on va dire, il y a trois aspects. Le premier, c'est l'acquisition des droits, donc c'est la gestion du portefeuille de titres, donc de marques, de brevets, de modèles, de noms de domaine. Donc ça va être suivre les procédures, proposer des stratégies, faire des recherches d'antériorité pour s'assurer que on peut exploiter ou déposer un titre. Donc ça, c'est la première partie, on va dire. Ensuite, on a une partie surveillance, défense des droits. Donc ça va être tout ce qui est mise en demeure, précontentieux, procédures administratives devant les offices, donc les procédures d'opposition, de déchéance, de nullité. Donc on a tout un panel de surveillance qui existe, des surveillances parmi les marques, donc on va surveiller quelles sont les marques qui sont déposées dans le monde entier, qui peuvent se rapprocher de celles de nos clients. On va avoir des surveillances sur les réseaux sociaux, on va vérifier l'utilisation des marques de nos clients, sur les marketplaces, donc Amazon, eBay, etc., Alibaba, où on fait un ménage énorme. Des surveillances douanières, où on va surveiller donc les produits physiques qui rentrent sur le territoire de l'Union européenne ou de la France. Voilà, on va dire ça, c'est la deuxième partie. Et puis on a une partie un peu plus transverse qui est tout ce qui concerne les contrats de licence, contrats de cession, accords de coexistence. D'accord. Voilà. Ok. Ça, je pense que ça couvre à peu près tout ce qu'on fait. Et pour ma part, j'ai la chance d'avoir pu développer en fait une clientèle dans le domaine dont je te parlais tout à l'heure, donc le sport et l'entertainment. J'accompagne depuis un peu plus de 10 ans maintenant un grand club de football situé à Paris, qui est un projet absolument passionnant. Plus récemment, depuis 2018, j'accompagne le comité d'organisation des Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024. Génial. C'est absolument... Surtout avec l'actualité des prochaines Tout à fait. années, moi du coup. Et j'accompagne également la Ligue de football professionnel, donc toujours dans le domaine du sport, et également les Girondins de Bordeaux. D'accord, ok. Merci pour ça donne très envie du coup. Alors même si moi je suis pas très football et sport, j'avoue, mais ça a l'air même comme ça passionnant. Surtout pour voilà. Et alors tu as parlé beaucoup de développement du coup de clientèle. Pourquoi c'est pour toi c'est quoi être entrepreneur justement? Est-ce que tu parles de développement client? C'est une très bonne question. J'ai pas le sentiment d'être moi-même un entrepreneur. C'est-à-dire que pour moi, l'entrepreneur, c'est vraiment quelqu'un qui va créer sa structure, qui va se lancer, qui va prendre un risque important financier, qui va mettre les mains dans le cambouis. Moi, je suis associé d'un cabinet qui compte 400 personnes. J'ai pas pris un risque personnel vraiment. C'est-à-dire qu'il y a une grosse machine derrière. Pour autant, dans mon quotidien, je pense que être entrepreneur, c'est avoir une vision et la communiquer à ses équipes. C'est encadrer des femmes et des hommes, bien sûr, les motiver, trouver des sources de motivation, être à l'écoute. Pour moi, c'est extrêmement important. Et puis, c'est aussi une attitude, et je pense que ça faire avancer la machine, en fait, débloquer des situations. Je pense que c'est vraiment ce qui caractérise la fibre entrepreneuriale qu'on peut avoir. D'accord. Et être entrepreneur dans le domaine du droit, est-ce que pour toi ça a une différence justement? Je suis pas sûr qu'il y ait une véritable différence, si ce n'est peut-être de proposer à ses clients des stratégies innovantes, peut-être pour façonner le droit positif, la jurisprudence, mais je me sens pas différent d'entrepreneurs dans d'autres
domaine. D'accord. En tout cas, selon toi, tu n'es pas a priori entrepreneur, et merci d'avoir quand même accepté de venir au podcast. Mais en tout cas, tu as quand même une fibre entrepreneuriale. Pour le coup, là, j'ai ma langue un peu fourchée. Intrapreneuriale, c'est ce que d'autres ont dit que j'ai invité qui n'étaient pas a priori entrepreneurs, mais qui avaient cette fibre intrapreneuriale au sein d'une structure plus importante aussi, peut-être. Oui, enfin, c'est certain. C'est certain. Ça passe aussi par exemple, je pense, le business développement. Enfin, donc l'appétence qu'on peut avoir pour développer l'activité, aller au contact des clients, ça passe notamment par la participation à des conférences, se faire connaître, évidemment. Et qu'est-ce qui te plaît, toi, au quotidien? Tu nous as parlé alors des enjeux évidemment extrêmement importants au niveau juridique. On sent qu'il y a une passion que tu as développée depuis quelques années maintenant. Qu'est-ce qui te plaît au quotidien? Qu'est-ce qui te motive? Ce qui me plaît vraiment au quotidien, c'est une grande chance que j'ai, c'est d'avoir la confiance de mes associés qui me laissent les coups des franches pour développer en fait ce que j'ai envie. Et je trouve que enfin, je m'en réjouis tous les jours. Ce qui me plaît également, c'est la variété des dossiers qu'on peut avoir. C'est d'être un véritable conseil stratégique, ce qui nécessite d'être pragmatique, d'être réactif, d'être orienté business. Je trouve qu'il n'y a rien de pire qu'un juriste qui se réfugie un petit peu derrière la doctrine. Voilà. Enfin, je mets vraiment à cœur de donner à mes clients des conseils qui leur permettent de prendre des décisions très rapidement. Voilà. Et pour moi, c'est ça vraiment être conseil, se sentir utile en fait, avoir le sentiment que l'évaluation des risques qu'on fait, elle sert à nos clients qui prennent une décision éclairée, puisque c'est eux qui, in fine, bien sûr, prennent la décision de mener telle ou telle action. Mais c'est assez plaisant de sentir que voilà son expertise a été entendue et que le conseil a apporté ses fruits. Est-ce que tu as eu des mentors dans ta carrière qui t'ont aidé justement à arriver à ce poste-là, du coup? Alors, professionnellement, en tout cas, oui. Il y a 2 personnes qui ont participé à ma formation, que j'ai vraiment considéré comme des mentors. Pour pas les citer, il s'agit de Bertrand Geoffrey et de Benjamin Martin Tardiva, à qui je dois beaucoup. Et puis, depuis que je suis arrivé chez Placero, une personne qui est Guylaine Kiesel-Lecosker, qui est donc managing partner chez Placero IP, qui est présidente de la CNCPI, qui vient d'être élue pour un 3e mandat. C'est quelqu'un que je trouve inspirant au quotidien. Elle a une façon de gérer les choses, que je trouve motivante au quotidien. Et oui, je pense que elle m'a beaucoup appris, même au niveau personnel, c'est-à-dire dans ma relation avec les autres, c'est rentré un peu dans le perso, mais elle m'a aidé à régler des choses que j'avais à régler avec moi-même, avec mon rapport à l'autorité, ce genre de choses. Voilà, et je lui dois beaucoup. Ouais, voilà, c'est l'occasion de la remercier. Et je la remercie, tout à fait. Et alors, tu parlais d'inspiration, donc voilà, je vois que c'est quelqu'un qui t'inspire beaucoup. Est-ce que tu as d'autres sources d'inspiration qui t'aident dans ton pro ou dans ton perso, des choses que tu aimes et qui t'inspirent au quotidien? Alors, je dois aussi beaucoup à mon père. Alors même si c'est pas forcément une personne avec, enfin comment dire, on a eu une relation conflictuelle pendant pas mal d'années, mais c'est quelqu'un qui s'est jamais contenté de ce qu'il avait, qui est toujours allé plus loin, qui était ingénieur de formation, mais qui a toujours développé des projets, des activités en parallèle. Et mine de rien, ça a forgé ma perception de la vie. Je pense que la valeur travail, c'est quelqu'un mon père est né en 43 pendant la guerre, donc la valeur travail est extrêmement importante pour lui. Et même si ça m'a déplu pendant de très nombreuses années, je dois reconnaître que il m'a inspiré énormément et il continue de le faire. Après, sur mes sources d'inspiration, c'est très difficile. Alors, je me permets. J'ai compris que t'aimais le football pour le coup, et je crois que tu es assez fan d'un club. Du coup, je suis renseignée du coup. Tout à fait. Je sais pas si je peux le citer. Du coup, je peux. Oui, c'est l'Arsenal, si j'ai bien compris. Oui. Non. Oh, tu sais des choses oui, tout à fait, c'est vrai. Alors, ça remonte à quelques années, mais à l'époque, ou ancien fan du coup. Où Thierry Henry y était, c'est ça dont tu parlais. Alors là, par contre, ça dépasse vraiment mes capacités avec du mercato, j'avoue. Donc, en tout cas, j'ai compris que tu avais beaucoup aimé Londres et notamment une passion pour
Pour le club d'Arsenal, tout à fait. Oui. Après, de dire que c'est une source d'inspiration, je sais pas. Mais en tout cas, en effet, c'est un club que j'aime bien, parce que justement, Arsène Wenger, qui était le coach d'Arsenal à l'époque, avait cette capacité, un petit peu comme Didier Deschamps, c'est-à-dire prendre des joueurs jeunes que personne n'a vu venir, des petites pépites pas forcément très connues, et en faire quelque chose, en fait, réussir à créer un esprit d'équipe. Je trouve que c'est assez génial. Et Deschamps, pour le coup, si je peux me permettre le parallèle qui est d'actualité, a réussi à faire pareil pendant la Coupe du Monde, et je trouve ça assez incroyable. Merci pour cette analyse du coup. Ok, donc voilà, toujours passionné un petit peu de football et de sport du coup, et tu arrives à le mettre aussi, si j'ai bien compris, dans ton métier aussi, puisque tu accompagnes des clubs de sport et voilà, donc ça doit être plutôt chouette, je pense. Un plaisir au quotidien. Ok, bon, super. Est-ce que tu as une citation qui toi te guide au quotidien et que tu aimerais partager aujourd'hui? Oui, alors la première, j'en ai plusieurs en fait. La première, c'est croyez en vous parce que personne ne le fera pour vous. Et c'est vrai que dans mon parcours, il y a beaucoup de personnes notamment des enseignants quand j'étais à la fac, qui ne me voyaient absolument pas dans un métier juridique. Et je dois avouer qu'à l'époque moi non plus. Et finalement, j'ai cru en moi et voilà. Aujourd'hui, je suis associé d'un cabinet qui est leader dans son secteur. Je m'éclate tous les jours et c'est notamment parce que j'ai cru en moi, en mes compétences, en mes capacités, et donc j'invite tout le monde à le faire. Et la deuxième, c'est un proverbe arabe qui est les chiens aboient, la caravane passe. Je trouve que et encore plus en tant que manager, on prend des décisions, on prend des risques. Ces décisions, elles sont contestées, parfois certainement contestables. Malgré tout, c'est ça aussi être manager, c'est prendre des décisions, c'est faire avancer les choses. Parfois ça déplaît, mais il faut quand même qu'on continue à avancer. Ok, merci. Est-ce qu'il y a un métier que tu aurais aimé faire enfant, voilà, alors tu nous as parlé de journaliste, est-ce que c'était ton métier de rêver quand tu étais enfant, ou est-ce qu'il y avait un métier autre que tu aurais aimé faire? Alors comme tous les enfants, j'adorais les animaux et je pense que j'aurais rêvé d'être vétérinaire pour en prendre soin. Non, blague à part, s'il y avait un autre métier que j'aurais aimé faire, c'est un métier manuel, ébéniste. Pourquoi, j'adore l'idée de façonner une matière, de travailler le bois. Je trouve ça incroyable, et c'est d'ailleurs peut-être que on sait jamais, une deuxième partie de carrière. Du coup, voilà, exactement. Mais associé IP voilà, chez Passereau et ébéniste, du coup, tout est possible. Ok. Est-ce que toi, tu as un conseil que tu aimerais transmettre à un jeune juriste qui vient d'être diplômé? Alors, soit un conseil qu'on t'a donné, alors tu t'en as déjà donné un avec la citation, c'est, je la rappelle, croyez en vous car personne ne le fera pour vous. Est-ce qu'il y a peut-être un autre conseil qu'on t'a donné, ou au contraire que tu aurais aimé qu'on te donne à l'époque? Je dirais de pas se contenter de quelque chose, de toujours chercher à aller plus loin, en fait, de pas se contenter à ce qui tombe tout cuit, d'être curieux, de se challenger, en fait. Je trouve qu'il y a rien de pire que de rester dans sa zone de confort. Voilà, si je peux donner un conseil aux personnes aux jeunes en tout cas qui viennent d'être diplômés ou qui rentrent dans la vie active, c'est ça, c'est de pas se contenter de ce qui leur tombe tout cuit, c'est de se challenger, de tenter, vraiment de tenter. Quand j'ai envoyé mon CV en Australie, j'y croyais absolument pas, et puis finalement ça a fonctionné et ça m'a ouvert énormément de portes après. C'est éventuellement, si c'est pas déjà fait, de partir à l'étranger. Je trouve que les expériences à l'étranger, c'est extrêmement formateur, et ça fait une vraie différence sur un CV. C'est très révélateur d'une personnalité, en fait, le côté débrouillard, se confronter à une culture étrangère. Oui, humainement, ça apporte aussi énormément. Bien sûr, s'ouvrir aux autres. Voilà, je trouve que c'est très important, et c'est vrai que quand j'ai à recevoir des CV, un exercice que tu connais bien, j'avoue que j'ai un faible pour les profils qui ont une expérience à l'étranger, qu'elle soit professionnelle ou pas, mais évidemment aller travailler à l'étranger, c'est quand même quelque chose, un petit plus, quoi. Ok, très bien. Et si vous êtes étudiant ou en tout cas jeune diplômé, si c'est pas encore fait, vous pouvez partir à l'étranger sur les conseils de Laurent Novak. Est-ce que Laurent, tu aurais un dernier mot pour les auditeurs?
Eh bien, non. Non, je pense que j'ai dit déjà beaucoup de choses, mais non, rien à ajouter, Audrey. Merci beaucoup en tout cas Laurent d'avoir accepté mon invitation. Du coup, moi je vous encourage à inviter Laurent parce que du coup c'est un bon invité du coup à voir, parce qu'il nous apprend plein de choses sur l'IP et pas que. En tout cas, c'est agréable d'avoir quelqu'un de passionné en face de soi. Donc merci d'avoir accepté l'invitation, d'avoir pris le temps et d'être venu partager avec les auditeurs ton expérience, ta vision aussi de la propriété intellectuelle et de l'entrepreneuriat, pardon. Donc j'espère que tu as passé un bon moment. Ça a été un très bon moment. Merci beaucoup Audrey pour ton invitation et pour ce moment. Merci beaucoup. Et merci à tous de nous avoir écoutés et à très vite pour un nouvel épisode de l'entrepreneur du droit by Fed Legal. Merci de nous avoir écoutés. Nous espérons que ce nouvel épisode vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner et à nous mettre une bonne note. À très bientôt pour un prochain épisode de l'entrepreneur du droit by Fed Legal.